Voici une adaptation français de France du récit, avec des noms, lieux, expressions et références culturelles adaptées pour que le tout sonne naturel et authentique pour un public français. Le soleil tapait sur ma peau pendant que je me prélassais sur le sable doré de la plage de Nice. C'était mes premières vraies vacances depuis des années, et j'étais décidée à en profiter pleinement. Le bruit des vagues s'écrasant contre le rivage et les rires lointains de familles profitant de leur journée formaient le décor parfait pour la détente. J'ai fermé les yeux, sentant la chaleur du soleil s'infiltrer jusque dans mes os, reconnaissant pour cet instant de paix. Je m'appelle Jacques, et à 28 ans, je pensais avoir ma vie bien organisée. J'avais un poste stable de graphiste à Lyon, un logement confortable hérité de mes grands-parents, et une famille toujours présente pour me soutenir. Du moins, c'est ce que je croyais. Jamais je n'aurais imaginé que ce moment de sérénité ne serait que le calme avant la tempête qui allait bouleverser mon existence. Alors que je tendais la main vers ma gourde, j'aperçus mon téléphone vibrer dans mon sac de plage. D'ordinaire, j'ignorais ce genre de signal après tout, n'était-ce pas le but des vacances de se déconnecter un peu? Pourtant, quelque chose m'y poussa. Peut-être une intuition, peut-être simplement l'habitude. Quoi qu'il en soit, dès que je vis que le message venait de mes parents, mon cœur fit un bond. J'ouvris le message, m'attendant à un « amuse-toi bien » ou, au pire, à une petite urgence à la maison. Ce que je lui fis pourtant glacer mon sang: nous avons vendu ta maison pour récupérer l'argent que nous avons dépensé pour toi. Notre responsabilité s'arrête ici. Je clignai des yeux, persuadé d'avoir mal lu. Mais, peu importe le nombre de fois que je relisais le message, les mots restaient les mêmes. Brutal. Définitif. D'une ampleur bouleversante. La plage autour de moi s'estompa peu à peu tandis que les implications de ces mots s'enfonçaient dans mon esprit. Ma maison, celle où j'avais grandi, celle emplie des souvenirs de mes grands-parents, celle dont j'avais toujours été fière, n'était plus vendue. Sans que j'en sois informée, ni même consultée. Je me sentis comme si un coup de poing m'avait été asséné au ventre. Comment pouvait-il faire ça? Mes parents avaient toujours été là pour moi, ou du moins, je le croyais. Nous avions eu nos désaccords, certes, mais rien qui aurait pu annoncer un tel niveau de trahison. Je fouillais mes souvenirs, cherchant un indice, une conversation qui aurait pu laisser présager cette bombe. Il y avait eu, par exemple, ce dîner de Thanksgiving où papa avait laissé entendre combien il était coûteux d'élever des enfants de nos jours. Et maman avait glissé un commentaire sur le fait qu'elle aurait aimé que nous mettions de l'argent de côté pour la retraite. Mais vendre ma maison? Cela relevait d'un tout autre registre. Je me levai brusquement, incapable de rester en place. Les autres vacanciers de la plage devaient me trouver fou, errant nerveusement d'un bout à l'autre, le téléphone serré comme une bouée de sauvetage. J'avais envie d'appeler mes parents, de leur demander des explications, de quémander qu'ils me disent que tout cela n'était qu'une erreur. Mais mes doigts refusaient de collaborer. Que pourrais-je leur dire, au juste? Au fur et à mesure que le choc initial se dissipait, la colère s'insinuait. Comment osait-il? Cette maison n'était pas qu'un simple bâtiment, c'était mon foyer. C'était l'endroit où j'avais fait mes premiers pas, où j'avais célébré tous mes anniversaires, où j'avais pleuré le départ de grand-père puis de grand-mère. C'était ma sécurité, mon morceau du rêve à la française. Et il l'avait vendu sous mes yeux, sans même un avertissement. Je repensais à toutes ces fois où ils me répétaient combien ils étaient fiers de moi pour ma gestion rigoureuse, pour mes économies, pour ne jamais être un fardeau. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? M'avaient-ils en réalité toujours en voulu, additionnant chaque euro qu'ils avaient investi dans mon éducation depuis ma naissance? Plus j'y pensais, plus les questions se multipliaient. Depuis combien de temps préparaient-ils cela? Était-ce une décision soudaine ou mûrement réfléchie depuis un certain temps? Et que voulait-il dire par « notre responsabilité s'arrête ici » Cherchait-il à me couper net? Rien que d'y penser, j'en étais esséurée. Je regardais autour de moi les familles profitant de la plage, parents jouant avec leurs enfants, grands-parents veillant affectueusement sur tout le monde. Tout semblait si normal, si éloigné de la trahison qui me rongeait. J'avais toujours cru que la famille devait être solidaire, se soutenir envers et contre tout. Et pourtant, mes parents venaient de me larguer d'un simple texto. Au moment où le soleil commençait à se coucher, étirant de longues ombres sur la plage, je compris que je devais prendre des décisions.
Une semaine de vacances qui s'annonçait idyllique venait soudain de se transformer en un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Il me fallait retourner à Lyon ou du moins, retrouver ce que j'appelais autrefois mon chez-moi à Lyon pour comprendre ce qui se tramait. Les mains tremblantes, j'ouvris une application pour chercher un vol. Les tarifs me firent grimacer. J'avais prévu ce voyage, mais certainement pas une escapade d'urgence. En réservant le premier vol disponible, une autre réalité me frappa, il se pourrait bien que je n'ai plus de domicile à mon retour. Où irais-je? Que ferais-je de toutes mes affaires? L'ampleur de la situation était écrasante. En l'espace de quelques heures, j'étais passé d'un état d'euphorie à un sentiment de perdition totale. Alors que je rangeais mes affaires de plage, mon esprit tournoyait. J'avais besoin d'un plan, mais il m'était difficile de penser clairement avec le choc encore vivant en moi. De retour dans ma chambre d'hôtel, je tentais de me ressaisir pour penser avec lucidité. Je me fis une liste de choses à faire. 1. Faire mes valises et quitter l'hôtel tôt le matin. 2. Me rendre à l'aéroport. 3. Trouver un logement à Lyon. 4. Découvrir ce qu'était devenu le reste de mes affaires. Chaque point de la liste ressemblait à une montagne infranchissable. Pourtant, il me fallait commencer quelque part. En jetant mes vêtements dans ma valise, sans me soucier des plis, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que j'avais laissé derrière moi dans la maison familiale. Les photos de famille, la vaisselle fine de grand-mère, la guitare que j'apprenais tant à jouer. Tout était-il perdu, vendu en même temps que la maison? L'idée me fit monter les larmes aux yeux, et pour la première fois depuis la lecture de ce message, je me laissais aller à pleurer. Ce n'étaient pas uniquement les objets matériels qui faisaient mal, même s'ils représentaient des souvenirs précieux. C'était ce sentiment de sécurité qui m'avait été arraché. J'avais toujours su que je pouvais compter sur ma famille, que mon foyer était un refuge inébranlable. Désormais, je me sentais déraciné, coupé de tout ce que je croyais solide dans ma vie. Cette nuit-là, allongé dans le lit, l'insomnie me tenaillait. J'imaginais ce que mes parents pourraient dire pour justifier leurs actions. Étaient-ils tombés dans la misère? Étaient-ils en difficulté? Mais même si tel était le cas, comment se faisait-il qu'ils n'en aient jamais parlé avec moi? Nous avions toujours été proches du moins, c'est ce que je pensais. Le fait qu'ils aient pris une décision aussi monumentale sans m'en parler ressemblait à une trahison de tout ce que notre relation avait été. Le matin arriva trop vite, et dans un état second, je me rendis à l'aéroport. En attendant d'embarquer, je feuilletais les photos de la maison sur mon téléphone Ma Maison. Je me revoyais sous le grand chêne du jardin, cet arbre majestueux devant lequel je jouais enfant. La véranda où, durant les soirées d'été, nous regardions les lucioles s'allumer. La cuisine où maman m'avait appris à faire des biscuits. Chaque image était comme une gifle au cœur, un rappel douloureux de ce que j'avais perdu. Le vol de retour vers Lyon me parut à la fois interminable et trop court. Je n'étais pas prêt à affronter ce qui m'attendait, mais je n'avais pas le choix. Dès que l'avion atterrit, je pris une grande inspiration, me préparant mentalement à l'inévitable confrontation. Quoi qu'il arrive, une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Dès que je descendis de l'avion, les bruits et l'effervescence de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry m'enveloppèrent. Pourtant, au lieu de ressentir le réconfort habituel du retour, j'avais l'impression d'être un étranger dans ma propre ville. Le poids de l'incertitude pesait lourd sur mes épaules tandis que je me dirigeais vers le carrousel à bagages, l'esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Je hélai un taxi devant l'aéroport et indiquai au chauffeur l'adresse de « Non, ce n'était plus ma maison ». Je ne pouvais pas me résoudre à dire « la maison de mes parents ». Alors, je me contentai de donner le nom de la rue, et m'assis en observant défiler les rues familières de Lyon. Chaque repère me rappelait la vie que je pensais avoir, cette sécurité que j'avais toujours tenue pour acquise. Lorsque le taxi tourna dans ma rue, mon cœur s'emballa. Que allais-je y découvrir? Mes parents y seraient-ils encore? Un panneau, vendu, trônerait-il dans le jardin? Le taxi s'arrêta, et je réalisai que j'étais arrivé. Je payai le chauffeur et descendis, mes jambes tremblantes comme de la gelée. Là, devant moi, se dressait la maison que j'avais toujours appelée « chez moi ». De l'extérieur, rien ne semblait avoir changé. Le vieux chêne dominait toujours le jardin, la balançoire sur la véranda se laissait doucement bercer par la brise. Mais en sachant ce que je savais,
Tout paraissait être une cruelle illusion. Je remontais le chemin familier menant à la porte d'entrée, ma valise roulant derrière moi. À chaque pas, j'avais l'impression de m'aventurer vers l'inconnu. Au moment de poser la main sur la poignée, j'hésitais. Quel droit avais-je d'entrer maintenant? Mais j'avais besoin de réponses, et c'était ici, je l'espérais, que je les trouverais. Prenant une profonde inspiration, je tournai la clé dans la serrure et pénétrai dans la maison, prêt à affronter ce qui m'attendait dans cet endroit qui n'était plus le mien. Dès que j'entrai, l'odeur familière du foyer m'envahit comme une vague. Tout paraissait identique, le vase fétiche de maman sur la table d'entrée, le vieux fauteuil en cuir usé de papa dans le salon, mais une étrange vacuité planait sur l'ensemble. Maman? Papa, appelai-je, ma voix résonnant dans les pièces désertes. Je n'obtins aucune réponse. Je parcourus la maison, chaque pièce mêlant réconfort et malaise. Dans la cuisine, un petit mot posé sur le comptoir attira mon attention. Mon cœur s'accéléra lorsque je le reconnus, l'écriture soignée de papa, Jacques, nous savions que ce jour arriverait. Nous t'avons soutenu pendant des années, mais il est temps que tu prennes ton envol. La maison a été vendue. Nous avons réglé nos dettes et entamons un nouveau chapitre. Tes affaires sont entreposées au garde-meuble Davis, 7 rue de la République Unité 23. La clé se trouve à l'endroit habituel. C'est pour ton bien. Tu es adulte maintenant, responsable de ta propre vie. Maman et papa, les mots se brouillèrent devant mes yeux tandis que les larmes montaient. Je m'effondrai sur une chaise de la cuisine, serrant le mot froissé dans ma main. Ils étaient partis. Vraiment partis. Au fur et à mesure que le choc se dissipait, la colère bouillonnait en moi. Comment avaient-ils pu faire cela? Vendre ma maison, emporter ma vie, et disparaître sans un mot? Je repensais à tous les repas de famille autour de cette même table, aux Noël et anniversaires, aux rires partagés. Était-ce là tout ce qui avait existé? Furieux, je montai d'un trait les escaliers jusqu'à ma chambre, ou du moins ce qui avait été ma chambre. L'endroit était étrangement vide, vidé de toute trace de ma personnalité. Les murs qui autrefois exhibaient mes posters de groupes favoris étaient nus. Le bureau où j'avais passé d'innombrables heures à travailler sur mes projets de design avait disparu. Même le vieux tapis que grand-mère m'avait offert avait disparu. Debout dans ce vide, les souvenirs affluèrent. Je revis la nuit de ma remise de diplôme au lycée, la fierté dans les yeux de mes parents. Le moment où j'avais osé sortir en cachette pour aller à un concert et m'avait fait surprendre en essayant de rentrer par la fenêtre. Les innombrables nuits tardives à parler au téléphone avec Sarah, mon ex-petite amie de lycée, jusqu'à l'aube. Sarah. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je me demandais ce qu'elle dirait si elle me voyait maintenant, perdue dans une pièce vide qui avait jadis été mon sanctuaire. Je regagnai le rez-de-chaussée, chaque pas devenant plus lourd que le précédent. Dans le salon, je remarquai quelque chose que j'avais d'abord ignoré, une petite boîte posée sur la cheminée. À l'intérieur, quelques photos de famille et l'ancienne montre de grand-père. Était-ce leur manière d'adoucir le coup, de me laisser quelques souvenirs pendant qu'ils vendaient tout le reste? Je glissai la montre dans ma poche et feuilletai les photos. Il y avait celle de nous à la plage quand j'avais 10 ans, tous sourires et nez empourprés par le soleil. Une autre, prise lors de ma remise de diplôme à l'université, avec maman et papa rayonnant de fierté à mes côtés. Tout n'avait-il été qu'un mensonge? Ou bien quelque chose avait-il changé? Le bruit d'une voiture s'arrêtant dehors me sortit de mes pensées. Pendant un instant, j'espérais qu'il s'agissait d'eux, revenus pour m'annoncer que tout cela n'était qu'une erreur. Mais en regardant par la fenêtre, j'aperçus un couple d'âge moyen sortir d'une berline. Les nouveaux propriétaires, me réalisai-je avec amertume. Je ramassai la boîte de la cheminée et sortis précipitamment par la porte arrière, incapable de faire face à ceux qui s'apprêtaient à transformer mon enfance en leur nouveau foyer. Traversant le jardin, je m'arrêtai près du vieux chêne. Combien d'étés avais-je passé à son ombre à lire ou à griffonner? Je caressai l'écorce rugueuse en murmurant un adieu silencieux. Une fois dans la rue, je me sentais totalement perdu. Où allais-je trouver refuge désormais? J'envisageais d'appeler quelques amis, mais l'idée d'expliquer ce qui venait de se passer m'assaillait. Je me mis alors à marcher, sans but précis. Mes pas me conduisirent jusqu'au parc de l'Indépendance, un lieu où, enfant, j'avais passé d'innombrables heures.
L'aire de jeu semblait plus petite que je ne m'en souvenais, les balançoires grinçaient doucement sous la brise. Je m'assis sur un banc, laissant la nouvelle réalité m'envahir. Alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et rosées sur l'horizon lyonnais, je compris qu'il me fallait agir. Je ne pouvais pas errer dans les rues toute la nuit. D'un soupir résigné, je sortis mon téléphone pour consulter mes contacts. Qui appelait? Qui serait assez compréhensif? Mon doigt hésita sur le nom de Michael. Nous étions amis depuis le collège, presque comme des frères. Si quelqu'un pouvait m'accueillir sans poser de questions, c'était bien lui. Mais alors que j'étais sur le point d'appeler, je me ravisai. Michael venait de se marier l'année dernière. Lui et sa femme, Jeanne, attendaient leur premier enfant. Pourrais-je vraiment m'imposer chez eux en pareille circonstance? Je descendis la liste et tombai sur le numéro de tante Linda, la sœur de maman, toujours la tante espiègle qui me glissait des bonbons quand maman ne regardait pas. Mais elle s'était brouillée il y a des années à cause de vieilles histoires familiales. Je n'étais même pas sûre qu'elle fût au courant de la situation. Finalement, je décidai d'appeler Thomas, mon ancien colocataire universitaire avec qui nous étions restés en contact, nous retrouvant régulièrement autour d'un verre. La sonnerie retentit, et je répétais mentalement ce que j'allais dire. Ah, allô, Thomas? Quoi de neuf, mon vieux? La voix chaleureuse de Thomas se fit entendre. Salut, Thomas, répondis-je en essayant de garder ma voix calme, je suis en difficulté. Est-ce que je pourrais venir squatter sur ton canapé quelques jours? Un silence suivit, et je crus d'abord qu'il allait refuser. Puis il dit simplement, bien sûr, mec. Ça va? J'avale difficilement ma gorge. Pas vraiment. Je t'expliquerai en personne. Merci, Thomas. Je te dois une fière chandelle. T'inquiète pas. Tu sais où me trouver, conclut-il. Je raccrochai, mêlant soulagement et honte. Au moins, j'aurai un toit pour la nuit. Mais comment avais-je pu me retrouver, à 28 ans, sans domicile fixe? Le trajet jusqu'à l'appartement de Thomas dans le quartier de la Confluence prit environ 1 heure, me laissant le temps de ressasser ce qui venait de se passer. Je tâchais de comprendre comment tout cela avait pu arriver. Certes, j'avais vécu chez mes parents plus longtemps que certains de mes amis, mais j'avais toujours payé un loyer symbolique et j'avais l'impression d'avoir un accord tacite. M'avait-il toujours en vouloir, à accumuler chaque dépense depuis ma naissance? Lorsque j'arrivai enfin dans l'appartement de Thomas, niché au cœur d'un quartier animé aux façades colorées et aux cafés branchés, l'épuisement se lisait sur mon visage. Thomas m'accueillit d'un grand sourire et m'agrippa dans ses bras aussitôt que je mis le pied dans son hall d'entrée. Jacques, qu'est-ce qui s'est passé, mon vieux, demanda-t-il, la stupeur se mêlant à la compassion dans son regard. Je lui racontai l'essentiel, le texto, la maison vide, la note de papa. Thomas écouta, le visage grave, avant de disparaître dans la cuisine pour me rapporter 2 verres de bière. C'est vraiment n'importe quoi, Jacques, dit-il en me tendant une bouteille. Je n'arrive pas à croire que tes parents aient pu faire ça. Je bus une gorgée de bière, reconnaissant pour ce répit fugace. Oui, c'est dur à croire. Nous restâmes éveillés jusque tard dans la nuit, à discuter longuement. Thomas me prodiguait autant de réconfort qu'il le pouvait, sans pour autant offrir de solution facile. En m'allongeant sur son canapé un peu cabossé, une couverture tirée jusqu'au menton, je fixais le plafond, l'esprit en ébullition. Que faire désormais? J'avais toujours mon boulot, certes, mais sans domicile, tout semblait incertain. Et mes parents? Une partie de moi voulait les effacer de ma vie pour toujours, les expulser comme ils m'avaient expulsé. Mais une autre partie, celle que j'aimais malgré tout, désirait comprendre ce qui avait pu les pousser à agir ainsi. Alors que le sommeil finissait par me gagner, une seule pensée tournoyait dans mon esprit, demain, je devrais recommencer à zéro. Et je n'avais aucune idée par où commencer. Le lendemain matin, je me réveillai aux effluves de café et au bruit de Thomas préparant son petit déjeuner dans la cuisine. Pendant un court instant, dans cette pénombre entre sommeil et veille, j'oubliai où j'étais et pourquoi. Puis tout me revint en plein visage. Je me redressai en passant la main dans mes cheveux, le dos endolori par le canapé inconfortable, la bouche sèche. Thomas arriva avec une tasse de café fumante, que j'acceptai avec gratitude.
Tu tiens le coup, me demanda-t-il, s'installant dans un fauteuil à proximité. Je haussai les épaules en sirotant mon café. On peut toujours faire mieux. Thomas acquiesça, les yeux pleins de compréhension. Écoute, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Ma porte t'est toujours ouverte. Sa gentillesse me serra la gorge. Merci, Thomas. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Après une douche et un second café, je me sentis un tantinet plus humain. Thomas était déjà parti travailler, me laissant seul dans son appartement. Il fallait que je commence à prendre les choses en main, même si l'idée était terrifiante. D'abord, j'appelai mon employeur pour signaler mon indisponibilité. Je ne pouvais pas m'asseoir à mon bureau en faisant semblant que tout allait bien. Puis, j'allais m'asseoir avec mon ordinateur portable pour dresser la liste de toutes les démarches à entreprendre. 1. Trouver un logement. 2. Récupérer mes affaires entreposées. 3. Faire le point sur mes finances. 4. Décider de la suite avec mes parents. Chaque point ressemblait à un Everest. Mais il fallait bien commencer quelque part. Pendant que je jetais mes vêtements dans une valise, sans me soucier des plis, mes pensées se portaient sur tous ces objets que j'avais laissés dans la maison, les photos de famille, la vaisselle raffinée de grand-mère, la guitare que j'apprenais tant à jouer. Étaient-ils tous perdus, vendus avec la maison? L'idée me fit pleurer de nouveau, et pour la première fois depuis ce message dévastateur, je laissai libre cours à mes émotions. Pourtant, il ne s'agissait pas uniquement des choses matérielles, même si les perdre faisait mal, c'était aussi le sentiment de sécurité qui s'était évanoui. J'avais toujours su que je pouvais compter sur ma famille, que mon foyer serait mon refuge inébranlable. Désormais, je me sentais déracinée, abandonnée. Plus tard dans la soirée, allongée sur le canapé de Thomas, je pris la décision qu'il me fallait. Le lendemain, je partirais pour chez tante Linda. Je récupérerai mes affaires en garde-meuble, et, quand je serai prêt, j'affronterai mes parents pour obtenir des explications. Je voulais comprendre, et je n'allais pas les laisser s'en tirer aussi facilement. En m'endormant, une lueur d'espoir mince mais présente éclairait mon cœur meurtri. C'était tout ce dont j'avais besoin pour avancer. Le jour suivant, je rassemblai mes maigres affaires et me dirigeai vers la maison de tante Linda, située dans le quartier huppé de Myers Park. J'ai choisi ce nom pour évoquer un quartier aisé à l'ancienne, typique d'un patrimoine familial. Sa maison de style colonial, avec sa pelouse impeccable et sa véranda enveloppante, contrastait vivement avec le chaos intérieur que je ressentais. Dès mon arrivée, tante Linda m'accueillit dans une étreinte chaleureuse, l'odeur alléchante de biscuits tout juste sortis du four remplissant l'air. « Oh, Jacques, dit-elle d'une voix embuée d'émotion, je suis tellement désolée pour tout ça. » Installée à la grande table de la cuisine, celle où j'avais passé d'innombrables après-midi d'été enfant, nous sirotions un thé bien sucré et grignotions des cookies aux pépites de chocolat. Une once de réconfort commença à apaiser la tempête en moi. « Bon, » déclara tante Linda d'un ton décidé, voyons voir ce que nous pouvons faire. Pendant plusieurs heures, nous élaborâmes un plan. D'abord, nous irons récupérer mes affaires au garde-meuble Davis, situé au 7 rue de la République, unité 23. Ensuite, nous chercherons sérieusement un nouvel appartement. Au garde-meuble, j'ai eu le soulagement de constater que la majorité de mes biens étaient intacts. Ma guitare était bien là, aux côtés de boîtes remplies de livres, de vêtements et de souvenirs divers. Tandis que nous chargions tout dans le SUV de tante Linda, un mélange de gratitude et de colère m'envahit. Au moins, mes parents n'avaient pas tout effacé, mais le fait qu'ils aient impacté ma vie sans même m'en avertir restait douloureux. De retour chez tante Linda, nous étalâmes journaux locaux et annonces immobilières sur la grande table à manger. « Que penses-tu de celui-ci » disait-elle en pointant une annonce. « Ou bien celui dans le quartier du Marais, tu as toujours aimé ce coin, non ?» Au fil de la soirée, j'avais dressé une petite liste d'appartements potentiels. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. L'après-midi suivant, j'appelai mon patron au cabinet de design pour lui expliquer la situation. À mon grand soulagement, il fut compréhensif. « Prends la semaine, Jacques, me dit-il, réorganise-toi. Ton poste t'attendra quand tu seras prêt. » Avec ce fardeau en moins, je me lançai dans la recherche d'un appartement. Pendant plusieurs jours, je visitais une quinzaine de logements. Certains étaient trop petits, d'autres trop chers. Quelques-uns se situaient dans des quartiers douteux,
au point que même tante Linda fronça le nez. Juste au moment où je commençais à perdre espoir, je trouvais un petit studio convenable dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Le loyer était élevé, mais en ajustant mon budget, je pensais pouvoir m'en sortir. En signant le bail, un mélange d'excitation et de terreur m'envahit. C'était le début de ma vie en solo. Le déménagement fut une expérience à la fois douce amère et révélatrice. Tante Linda m'aida à disposer les meubles et déballer les cartons, son bavardage constant comblant les silences pesants. Au fur et à mesure que nous accrochions des photos et rangions des livres, ce modeste appartement commença peu à peu à prendre des allures de chez moi. Cette nuit-là, après le départ de tante Linda, j'étais assis sur mon nouveau canapé, un modèle d'occasion certes, et j'observais autour de moi. Ce lieu était petit, loin de la maison de mon enfance, mais il était à moi. Pour la première fois depuis des jours, une lueur de fierté réchauffait mon cœur. Vint ensuite le défi de mes finances. J'avais toujours été raisonnable avec mon argent, mais vivre seul était un tout autre défi. J'ai passé des heures à examiner mes relevés bancaires, à élaborer des tableaux et à chercher des moyens de réduire mes dépenses. Pour compléter mes revenus, je me suis lancé dans des missions freelance de design. Mes soirées et mes week-ends se transformaient en sessions acharnées devant mon ordinateur, à concevoir logos et sites web pour des petites entreprises locales. C'était épuisant, mais chaque euro supplémentaire était précieux. Peu à peu, je retrouvais mes repères. J'appris à cuisiner de petits plats simples au lieu de toujours commander. Je découvris, avec une certaine ironie, les joies et les galères de faire sa lessive soi-même. Et, au fil du temps, j'appréciais cette indépendance, cette liberté de venir et repartir à ma guise, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Bien sûr, il y eut des moments difficiles. Des soirées où la solitude me submergeait, où je donnerais n'importe quoi pour retrouver le confort de ma chambre d'enfance, pour entendre le bruit familier de mes parents dans la maison. Des fois, une facture imprévue arrivait, et je sentais la panique monter en moi. Heureusement, mes amis et tante Linda furent mes bouées de sauvetage. Michael et Jeanne m'invitaient régulièrement à dîner, me renvoyant chez moi avec des restes délicieux. Thomas me présenta à ses connaissances du quartier de la Confluence, m'aidant ainsi à tisser un nouveau cercle social. Et tante Linda, elle était toujours à un coup de fil, prête à offrir conseil ou simplement une oreille attentive. Au fil des semaines, je m'installais dans une nouvelle routine, travail, mission freelance, et quelques sorties entre amis. Je me remettais même à sortir avec quelqu'un, sans que rien ne prenne de dimension sérieuse. La vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne. Un samedi matin, environ 3 mois après ce drame, je me trouvais au marché des Halles de Lyon quand je croisis Sarah, mon ex-petite amie de lycée. Elle avait l'air radieuse, ses boucles soigneusement attachées, tenant un panier de produits frais. « Jacques » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés de surprise. « C'est bien toi ?» Nous finîmes par prendre un café dans un petit bistrot du quartier, rattrapant le temps perdu. Lorsque je lui racontai ce qui s'était passé avec mes parents, son visage se teinta d'empathie. « C'est terrible, Jacques. Je suis vraiment désolée, dit-elle, sincèrement. Au fil de notre conversation, je constatai que, pour la première fois, je pouvais raconter mon histoire sans ressentir ce coup de poignard dans la poitrine. La douleur était toujours là, certes, mais son tranchant s'était atténué. Sarah écoutait attentivement, posant des questions et offrant des mots de soutien. Au moment où nos cafés se vidaient, elle hésita avant de proposer « Tu sais, j'organise un petit rassemblement chez moi le week-end prochain. Rien de trop formel, juste quelques amis. Tu devrais venir. » Sans vraiment y réfléchir, je me surpris à accepter. En nous disant au revoir, avec la promesse d'échanger nos numéros, une chaleur nouvelle envahit mon cœur, bien différente de celle du café. Sur le chemin du retour vers mon modeste appartement, je me surpris à sourire. La foule animée du marché, le soleil de printemps caressant mon visage. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait porteur de promesses. Ce soir-là, alors que je préparais un simple sauté de légumes, une réussite en soi, mon téléphone sonna. C'était tante Linda. « Jacques, mon chéri, dit-elle d'une voix hésitante, je ne veux pas te contrarier, mais je pense que tu devrais savoir. Tes parents m'ont appelé aujourd'hui. » Je faillis laisser tomber la spatule que je tenais. « Quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Ils demandent de tes nouvelles. Ils s'inquiètent de savoir comment tu vas. Je crois qu'ils sont prêts à discuter, poursuivit-elle doucement. Je m'affalai sur une chaise, l'esprit en tumulte. Après des mois de silence, pourquoi, maintenant? Avais-je réellement envie de leur parler? Tu n'as rien à décider tout de suite, ajouta tante Linda. Réfléchis d'accord. Après avoir raccroché, je restai un long moment devant la fenêtre, observant les lumières scintiller sur le ciel de Lyon. La ville semblait immuable, mais moi, j'avais l'impression que mon monde venait d'être de nouveau ébranlé. Une part de moi voulait ignorer cette démarche de mes parents, continuer à reconstruire ma vie sans eux. Mais une autre part, celle que j'avais essayé de faire taire durant ces longs mois, désirait ardemment obtenir des réponses, une réconciliation même fragile. En remettant mon attention sur mon dîner à moitié préparé, je réalisais que j'avais une décision à prendre. Il était temps d'affronter mes parents, de confronter la douleur et la trahison de front. Ce n'est qu'alors que je pourrais avancer réellement. Prenant une profonde inspiration, je décrochai mon téléphone et composai un numéro que j'avais tenté d'oublier. Tandis qu'il sonnait, je me préparais mentalement à ce qui allait suivre. « Allô ?» La voix de ma mère, hésitante et familière, résonna. « Maman, dis-je, la voix plus assurée que je ne me sentais, il faut qu'on parle. » La conversation fut brève et tendue. Nous décidâmes de nous retrouver dans un lieu neutre, le parc de la Tête d'Or, à Lyon. En traversant ce vaste espace vert, le ciel chargé d'émotions, mon estomac se noua d'appréhension. Je l'ai repéré assis sur un banc, près de la fontaine. Il paraissait plus fatigué, plus marqué par le temps. En m'approchant, ma mère se leva, semblant vouloir me serrer dans ses bras avant de se raviser. « Jacques, » déclara mon père d'une voix rauque, « merci d'être venu. » Nous restâmes un moment dans un silence gêné avant que ma mère ne prenne la parole d'une voix tremblante. « Nous te devons des explications. » Ce qui suivit fut une histoire que je n'aurais jamais imaginé entendre. Ils évoquèrent des dettes croissantes, des investissements ratés et une tentative désespérée d'éviter la faillite. Ma maison avait été leur dernier atout. « Nous pensions te protéger, » dit mon père, la voix chargée d'émotion, « nous ne voulions pas que tu sois écrasé par nos erreurs. » J'écoutais, submergé par un tourbillon d'émotions, colère, confusion, et une compréhension douloureuse. Peu à peu, je réalisais qu'ils n'étaient pas ces parents infaillibles que j'avais toujours idéalisés, mais des êtres fragiles et apeurés, qui avaient pris une décision terrible. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demandai-je, à peine audible, nous aurions pu trouver une solution ensemble. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. « Nous avions honte, avoua-t-elle, nous t'avions toujours appris à être responsable financièrement, et voilà que nous échouions nous-mêmes. » Au fil de cette entrevue, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient dans le parc, nous parlâmes plus librement qu'au bout de tant d'années. Ils me racontèrent leur projet de repartir à zéro, de vivre dans un petit appartement à Oullins, en banlieue de Lyon. Ce jour-là, je ne les pardonnais pas. La blessure était trop vive, la trahison trop profonde. Pourtant, en nous quittant, avec la promesse de rester en contact, je sentis quelque chose changer en moi. Une compréhension naissante, même si l'acceptation totale restait hors de portée. Sur le chemin du retour, l'âme à la fois plus légère et plus lourde, je me demandais comment avancer. Les vérités étaient désormais révélées, mais elles apportaient leur lot de complications. Comment repartir de zéro? Les semaines qui suivirent furent un véritable parcours du combattant. Je me jetai corps et âme dans mon travail, multipliant les missions freelance. Mes nuits se passaient devant mon ordinateur, comme si je pouvais, en créant de l'ordre dans mon travail, compenser le chaos de ma vie personnelle. Pendant cette période, Sarah devint une présence constante. Nous nous retrouvions régulièrement autour d'un café ou lors de promenades le long des quais du Rhône. Elle écoutait mes confidences sur mes parents, m'offrant son soutien sans jugement. Un soir, alors que nous étions assis sur le petit balcon de mon modeste studio, regardant le soleil se coucher sur la silhouette de Lyon, Sarah se tourna vers moi et dit doucement, « Tu sais, Jacques, c'est normal d'être en colère. Mais il est aussi normal de pardonner. » Ces mots résonnèrent en moi, me hantant lorsque je restais éveillée la nuit. Le pardon semblait impossible, et pourtant, n'avais-je pas vu la douleur dans leurs yeux? Le regret? Les mois s'écoulèrent.
Je continuais à reconstruire ma vie, petit à petit. Je reçus une promotion au travail, repris des cours de guitare au studio du soir, un petit atelier de musique qui avait su éveiller ma passion et même adopté un chat à la SPA de Lyon. Ma relation avec mes parents resta fragile, faite d'appels sporadiques et d'emails maladroits. Ce n'était rien de bien solide, mais c'était un début. Puis, par un frais jour d'automne, je reçus une lettre. Écrite à la main sur du papier parfumé d'un soupçon du parfum de maman, elle détaillait tout, les difficultés financières, la décision de vendre la maison, leur peur et leur honte. Mais surtout, ils y exprimaient leur amour pour moi, leur regret d'avoir causé tant de douleur, et leur espoir de réconciliation. Accompagné d'un chèque pas pour la totalité de la valeur de la maison, mais d'un montant conséquent, la lettre disait « Nous savons que cela ne réparera pas le mal causé, mais nous espérons que ce sera le début d'une guérison. Nous voulons arranger les choses, Jacques. Si tu nous en donnes la chance. » Je restais assis des heures sur mon vieux canapé, le courrier serré contre moi, tandis que mon chat se levait contre mes jambes en ronronnant doucement. Finalement, je pris mon téléphone et appelai Sarah. Dès qu'elle répondit, je lui dis « Je crois que je suis prêt à leur pardonner. » Le lendemain, je me rendis en voiture jusqu'à Oulin pour rencontrer mes parents dans leur nouveau modeste appartement. En arrivant devant l'immeuble, une bouffée de nervosité et de détermination m'envahit. Ce ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Ma mère ouvrit la porte, les yeux s'agrandissant de surprise. « Jacques ? Nous ne nous attendions pas. » « J'ai reçu votre lettre, déclarai-je d'une voix posée, pouvons-nous parler ?» Ce qui suivit fut une longue et émouvante conversation, entre larmes, disputes et moments de sincérité douloureuse. Il y eut aussi des instants de rire, des souvenirs partagés, et surtout, les premiers pas vers une compréhension mutuelle. Au fil de la journée, je sentis en moi quelque chose se réparer. La colère et la douleur étaient encore là, certes, mais elles ne me submergeaient plus complètement. À la fin de la rencontre, alors que je quittais leur appartement, maman me serra fort dans ses bras et murmura « Merci de nous donner une seconde chance. » Sur le chemin du retour vers Lyon, les lumières de la ville m'accueillirent, et je me sentis différent. Plus léger, d'une certaine manière. Je savais que la route serait encore longue, que la confiance se reconstruit lentement, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à affronter ce qui venait. Quelques jours plus tard, alors que je recevais un texto de Sarah me demandant « Alors, comment ça s'est passé ?» je lui répondis d'un simple « C'est un début ». En regagnant mon immeuble, je réalisais que ces derniers mois avaient été les plus éprouvants de ma vie, mais qu'ils m'avaient aussi appris tant de choses sur la résilience, le pardon et la complexité des liens familiaux. Je n'étais plus l'homme qui avait reçu ce texto dévastateur sur une plage de Nice. J'étais devenu plus fort, plus autonome. Et même si l'avenir restait incertain, j'avais désormais la force d'y faire face. Grimpant les escaliers de mon nouvel appartement, je m'arrêtai un instant pour contempler la silhouette de Lyon à travers la fenêtre. Cette ville avait été le témoin de mes joies, de mes peines, de ma reconstruction. En déverrouillant la porte, une paix intérieure m'envahit. Quoi qu'il arrive, je savais désormais que je pouvais surmonter l'adversité. J'avais survécu au pire, et dans cette survie, j'avais découvert une force insoupçonnée. Mon chat vint se frotter contre mes jambes en miaulant, et je le pris dans mes bras en enfonçant mon visage dans sa fourrure. « On va s'en sortir, ma petite », murmurai-je, autant pour moi que pour lui. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y crus vraiment. Les semaines qui suivirent ma confrontation avec mes parents furent un véritable ascenseur émotionnel. Nous commencions par de petits gestes, des appels hebdomadaires, quelques dîners dans des restaurants neutres de Lyon, des rencontres timides. Chaque échange était une danse délicate visant à reconstruire la confiance perdue. Un dimanche, nous nous retrouvâmes pour un brunch à la boulangerie d'Amélie, dans le quartier de la Confluence. Autour d'assiettes de pâtisserie fine, maman abordait avec hésitation le sujet de la maison. « Nous y avons beaucoup réfléchi, dit-elle en échangeant un regard complice avec papa, et nous aimerions t'aider à retrouver tes repères. Peut-être pourrions-nous contribuer à un apport pour ton futur logement ?» Je fus surpris. Une part de moi voulait refuser d'emblée, j'avais travaillé si dur pour gagner mon indépendance. Mais une autre part reconnut qu'il s'agissait là d'une véritable olive branche, d'un geste concret pour apaiser les blessures. Après mûre réflexion, j'acceptai leur aide à mes conditions. Nous élaborâmes un accord,
il contribuerait à l'apport, mais ce serait moi, et moi seul, qui assumerait le remboursement du prêt. Ce compromis me semblait être un moyen d'avancer sans pour autant oublier le passé. Grâce à leur soutien, je pus verser un apport pour l'achat d'un petit appartement dans un immeuble des pentes de la Croix-Rousse. Ce logement n'était pas aussi vaste que la maison de mon enfance, mais il était à moi. Le jour du déménagement, Sarah et mes amis de travail m'aidèrent à déballer des cartons, et, ce soir-là, épuisé mais heureux, je m'affalais sur mon nouveau canapé en repensant à tout ce chemin parcouru. Une semaine plus tard, mes parents vinrent me rendre visite. L'accueil fut maladroit, une gêne palpable flottant dans l'air, chacun tâchant de s'habituer à ce nouveau mode de relation. Mais une fois rassemblés dans mon petit salon, feuilletant d'anciennes photos de famille retrouvées lors du déballage, une chaleur réconfortante commença à panser les blessures du passé. Le travail continuait d'être mon encre. Mon patron, impressionné par la manière dont j'avais su affronter cette épreuve, me confia la direction d'un projet majeur. Ce nouveau challenge était intimidant, mais je m'y jetai corps et âme, déterminé à prouver ma valeur. Avec Sarah, la relation se resserrait. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble, et elle avait vu mes pires moments. Un soir, main dans la main lors d'une balade dans le parc de Gerlande, alors que le ciel s'embrasait aux couleurs de l'automne, je réalisai que j'étais à nouveau en train de retomber amoureux d'elle. Je n'aurais jamais pu traverser tout ça sans toi, lui dis-je en lui serrant la main. Elle me sourit, ses yeux pétillants sous les lampadaires. Tu es bien plus fort que tu ne le penses, Jacques. Je suis heureuse d'être à tes côtés. Au fil des saisons, je m'installai dans une nouvelle routine. Les dîners hebdomadaires avec mes parents devinrent moins tendus et rappelèrent peu à peu la proximité d'antan. Ensemble, nous commencions à reconstruire une relation fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Puis, par un frais jour d'automne, je reçus une nouvelle lettre. Cette fois, elle provenait de mes parents, écrite avec soin sur un papier imprégné d'un léger parfum de maman. À nouveau, ils y détaillaient leur version des faits, les difficultés financières, la décision de vendre la maison, leur peur et leur remords, mais aussi leur amour inconditionnel pour moi et leur désir sincère de réparer le mal causé. Accompagnant la lettre se trouvait un chèque, cette fois d'un montant conséquent pour m'aider dans l'achat de mon nouveau logement. Nous savons que rien ne pourra effacer la douleur, disait la lettre, mais nous espérons que ce geste marquera le début d'une nouvelle ère. Nous voulons arranger les choses, Jacques, si tu nous en donnes l'occasion. Je restai assis de longues minutes, le courrier serré contre moi, mon chat lové à mes pieds, pendant que je réfléchissais à tout ce qui venait de se passer. Finalement, je contactai Sarah. Lorsque son téléphone sonna, je lui dis, je crois que je suis prêt à leur pardonner. Le lendemain, je pris la route vers Oulin. Arrivé devant le nouvel immeuble de mes parents, je ressentis une étrange combinaison de nervosité et de détermination. Ce ne serait pas simple, mais c'était indispensable. Ma mère ouvrit la porte, étonnée. « Jacques ? Nous ne t'attendions pas. »« J'ai bien reçu votre lettre, dis-je calmement, pouvons-nous discuter ?» Ce qui suivit fut une longue conversation, faite de larmes, de voix qui s'élevaient parfois, de vérités douloureuses, mais aussi de rires et de souvenirs partagés. Au fil de cette discussion, je sentis peu à peu la blessure se refermer. La colère et la trahison persistaient, certes, mais elles ne me dominaient plus totalement. En partant ce soir-là, maman me serra dans ses bras et chuchota, « Merci de nous offrir une seconde chance. » Sur le chemin du retour vers Lyon, les lumières de la ville semblaient m'accueillir avec une douceur nouvelle. Je savais que la route serait encore longue, que la confiance, une fois brisée, se reconstruit avec le temps. Mais, pour la première fois depuis des mois, j'étais prêt à aller de l'avant. Un soir, alors que je dînais tranquillement dans mon nouveau chez-moi, un modeste appartement que j'avais obtenu grâce à l'aide de mes parents, mon téléphone vibra. C'était un message de maman, « Papa et moi préparons ta lasagne préférée pour dimanche. Tu viens ?» Je souris et répondis rapidement, « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » En regardant par la fenêtre, contemplant la silhouette familière de Lyon, je ressentis une paix intérieure profonde. L'avenir restait incertain, mais je savais que je pouvais l'affronter, entouré de ceux qui m'étaient chers, ma famille, Sarah, et cette force que j'avais découverte en moi. Le chat sauta sur mes genoux en ronronnant, et je le pris dans mes bras, murmurant, « On est chez nous maintenant. » Et, pour la première fois depuis bien longtemps, j'y crus vraiment.
Les semaines qui suivirent ma confrontation avec mes parents furent un véritable tourbillon d'émotions. Nous commençâmes par de petits gestes, des appels hebdomadaires, des dîners occasionnels dans des cafés discrets du quartier de la Croix-Rousse. Chaque rencontre était une danse délicate pour rétablir la confiance et redéfinir notre relation. Un dimanche, lors d'un brunch dans un petit café du quartier, je choisis de me rendre à la boulangerie d'Amélie. Maman évoqua timidement le sujet de la maison. Nous avons beaucoup réfléchi, dit-elle en échangeant un regard avec papa, et nous souhaiterions t'aider à repartir sur de bonnes bases. Peut-être pourrions-nous contribuer à un apport pour ton nouveau logement ? Je fus surpris. Une partie de moi voulait refuser d'emblée, j'avais mis tant d'efforts à forger mon indépendance. Mais une autre voix intérieure reconnaissait qu'il s'agissait là d'un véritable geste d'apaisement. Après mûre réflexion, j'acceptai leur aide, mais à mes conditions. Nous trouvâmes un accord, ils apporteraient leur contribution pour l'apport, tandis que je resterais le seul responsable du crédit. Ce compromis me paraissait être une manière de repartir sur de nouvelles bases sans renier tout ce que j'avais construit. Grâce à leur soutien, je pus verser un apport pour l'achat d'un petit appartement dans un immeuble situé dans les pentes de la Croix-Rousse. Ce logement n'était pas aussi grand que la maison de mon enfance, mais il était désormais à moi. Le jour du déménagement, Sarah et mes amis m'aidèrent à déballer les cartons, et, ce soir-là, épuisé mais rempli de fierté, je m'affalai sur mon nouveau canapé, le parfum de pizza de livraison flottant dans l'air. Une semaine plus tard, mes parents vinrent me rendre visite. La rencontre fut maladroite, chacun tâchant de trouver sa place dans ce nouvel équilibre. Mais assis dans mon salon, partageant des anecdotes et feuilletant de vieilles photos de famille découvertes parmi les cartons, je sentis la chaleur d'un foyer renaissant. Au travail, les choses allaient mieux aussi. Mon patron, impressionné par la manière dont j'avais surmonté cette épreuve, me confia la direction d'un projet majeur. Ce nouveau défi, bien que redoutable, me motiva à me surpasser. Ma relation avec Sarah se renforça. Après avoir traversé tant d'épreuves, elle était devenue pour moi un pilier. Un soir, lors d'une promenade main dans la main dans le parc de Gerlande, alors que le ciel s'illuminait des lueurs d'un crépuscule d'automne, je lui avouai, je n'aurais jamais survécu à tout cela sans toi. Elle me sourit tendrement, ses yeux brillants dans la lumière douce, tu es bien plus fort que tu ne le penses, Jacques. Je suis heureuse d'être là pour toi. Au fil des mois, la vie reprenait peu à peu son cours. Les dîners avec mes parents se faisaient moins formels, rappelant les instants de complicité d'antan. Nous commencions à bâtir une relation nouvelle, faite d'honnêteté et de respect mutuel plutôt que d'obligations silencieuses. Puis, un beau jour d'automne, je reçus une dernière lettre de leur part, écrite avec soin sur ce même papier. Délicatement parfumée. Ils y relataient, en toute sincérité, les raisons qui les avaient poussés à vendre la maison, les dettes, les échecs d'investissement, leur peur de sombrer, mais y exprimaient aussi leur amour inconditionnel et leurs profonds regrets. Accompagnée d'un chèque conséquent, la lettre concluait « Nous savons que ce geste ne réparera pas tout, mais nous espérons qu'il sera le point de départ d'une nouvelle relation. Pardonne-nous, Jacques, et donne-nous une chance de tout arranger. » Je restais là, assis sur mon canapé, mon chat blotti contre moi, les mots résonnant dans mon esprit pendant de longues minutes. Finalement, j'appelai Sarah et lui dis « Je pense être prêt à leur pardonner. » Le lendemain, je pris la route vers Oulin pour rencontrer mes parents dans leur nouveau modeste appartement. Face à la porte de l'immeuble, je ressentis une étrange combinaison de nervosité et de détermination. Ce ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Ma mère ouvrit la porte, surprise. « Jacques ? Nous ne nous attendions pas à te voir. »« J'ai bien reçu votre lettre, dis-je d'une voix posée, pouvons-nous discuter ?» Ce qui suivit fut une conversation longue et émouvante, ponctuée de larmes, de disputes, mais aussi de rires et de souvenirs partagés. Au fil de cet échange, je sentis une partie de ma douleur s'apaiser. « Et nous ne pourrons jamais revenir en arrière, déclarai-je, mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau. » Ce soir-là, en quittant leur appartement, maman me serra fort et murmura « Merci de nous donner une seconde chance. » Sur le chemin du retour vers Lyon, sous les lumières chaleureuses de la ville, je me sentais transformée. La route serait longue, la confiance se reconstruirait peu à peu, mais pour la première fois depuis des mois, j'étais prêt à affronter l'avenir. Plus tard, alors que je regagnais mon immeuble, je reçus un texto de Sarah. « Alors,
Comment ça s'est passé? Je souris et répondis simplement, c'est un début. En franchissant le seuil de mon nouvel appartement, je réalisais que ces derniers mois, bien que terriblement éprouvants, m'avaient aussi enseigné tant de choses sur la résilience, le pardon et la complexité des liens familiaux. Je n'étais plus l'homme qui, assis sur une plage de Nice, avait reçu un message qui changeait sa vie. J'étais plus fort, plus indépendant. Et même si l'avenir restait incertain, j'avais désormais les moyens d'y faire face. Grimpant les escaliers de mon immeuble, je m'arrêtai un instant pour admirer la silhouette de Lyon se découpant à l'horizon. Cette ville avait été le témoin de mes joies, de mes peines et de ma renaissance. En ouvrant la porte de mon appartement, une paix intérieure m'envahit. Quoi qu'il arrive, je savais désormais que je pouvais affronter l'avenir. J'avais survécu au pire, et en le surmontant, j'avais découvert en moi une force insoupçonnée. Mon chagrin se frottait contre mes jambes en miaulant, et je l'enlaçais tendrement. On va s'en sortir, murmurai-je, autant pour moi que pour lui. Et pour la première fois depuis longtemps, je crus vraiment en ce futur reconstruit. Ainsi se termina cette période tumultueuse de ma vie. Je réalisai que le chemin vers la guérison, même s'il était semé d'embûches, était possible grâce à l'amour, à la résilience et à la volonté de reconstruire des liens autrefois brisés. Le passé resterait à jamais gravé en moi, mais il ne définirait plus mon avenir. Je marchais désormais vers demain, un pas après l'autre, avec l'espoir et la certitude que, quoi qu'il arrive, j'étais capable de tout surmonter.